Donc, pour faire suite à ce dont vous a parlé Françoise, qui a vraiment décrit la plupart des processus qui se déroulent dans cette problématique qui concerne la séquence rouge et le nuage bleu de galaxies, je vais essayer d'insister sur quelques points sur lesquels il y a eu des travaux qui ont été faits récemment. Dans un premier temps, je voudrais dire que c'est vraiment cette question précise un enjeu majeur dans la compréhension de la formation des galaxies, dont on ne sait pas encore aujourd'hui si, pour être résolu ce problème qui concerne une ségrégation très forte entre deux populations de galaxies bleues et rouges, qui est un peu trop forte par rapport à ce qu'on pourrait attendre dans les modèles, comme je vais le dire. Pour être résolu ce problème, est-ce qu'il suffit de faire appel à des mécanismes physiques qu'on connaît, et puis de voir à peu près quelle est la proportion des uns et des autres, ou bien est-ce qu'il y a un problème plus fondamental? Et on n'est jamais capable, tant qu'on n'a pas été au bout du raisonnement, de savoir s'il y a anguille sous roche ou s'il y a quelque chose qui manque. Donc c'est un des enjeux importants dans cette problématique. Alors l'image que je vous ai montrée là, vous voyez bien que ce ne sont pas des galaxies. C'est une analogie. Je vais utiliser quelques analogies, si vous me permettez, pour essayer d'illustrer un peu cette problématique de façon accessible. Et vous voyez ici des montagnes qui sont sous-marines et d'autres qui ont une partie qui sort de l'eau. La partie qui sort de l'eau, elle a beau être entourée de grands réservoirs d'eau, on peut être dans des régions qui sont très sèches. Et c'est un peu ça l'idée des galaxies dites rouges, qu'on appelle aussi des galaxies sèches, dans le sens où elles ne forment plus d'étoiles, en comparaison avec les galaxies bleues qui seraient sous l'eau, bleues, qui, elles, forment encore des étoiles. Alors, le pouvoir des analogies est très utile pour moi parce que la logique nous permet parfois d'avancer sur un terrain connu, mais quand on veut aller au-delà et passer d'une observation qu'on comprend à une autre qui n'ont pas nécessairement un lien logique immédiat, parfois les analogies sont utiles en physique et il y a dans l'histoire de la physique beaucoup d'utilités, d'applications pratiques des analogies. Donc je pense qu'il est important de s'autoriser, quand on est dans une démarche de recherche, à puiser dans les analogies pour voir où est-ce qu'elles nous emmènent parfois. Alors, donc justement, cette analogie, vous voyez ici des galaxies, alors là je montre l'image, ces objets-là représenteraient des galaxies dites elliptiques, passives, ici des galaxies spirales, la formation d'étoiles. Alors on parle de, quand on a une fusion de deux galaxies spirales comme ça, on dit que c'est une fusion humide. Pourquoi? Parce qu'elles sont nourries de matière diffuse qui aide à former de nouvelles étoiles. Et donc, cette matière diffuse, lorsqu'il y a une fusion des deux galaxies, peut être comprimée et donner naissance à de plus en plus d'étoiles. À l'inverse, si vous avez la fusion de deux galaxies sèches, eh bien, vous n'allez pas comprimer du gaz puisqu'il n'y en a pas. Elles sont sèches et une fusion sèche est une fusion qui va augmenter la masse des galaxies, mais qui ne va pas nécessairement augmenter la formation d'étoiles puisqu'elles n'en ont plus. Une autre chose que vous pouvez remarquer dans cette analogie, c'est que ce sont les plus grosses montagnes qui sortent de l'eau et les plus petites qui ne sortent pas de l'eau. Donc pour être sec, il faut être au-dessus d'une certaine masse. Et c'est aussi ce qu'on observe dans l'univers. Ce sont les galaxies qui sont au-dessus d'une certaine masse qui ont arrêté de former des étoiles. Et la question qu'on peut se poser ici, vous voyez, vous avez un archipel, c'est une image de l'archipel de Hawaï. Est-ce que cette montagne est sortie de l'eau du fait que c'est une grande montagne, ou bien parce qu'il y a un ensemble de montagnes, il y a une chaîne de montagnes? Est-ce que c'est un effet d'environnement? Est-ce que c'est parce qu'il y a tout un ensemble qui est là, ou bien c'est parce qu'elle est plus grosse que les autres? Et ça, c'est une des problématiques auxquelles on est confronté, parce que les régions où vous avez des galaxies qui sont proches les unes des autres sont aussi les régions où se trouvent les galaxies les plus massives. Alors comment savoir si c'est parce qu'une galaxie est massive ou parce qu'elle est proche d'autres galaxies qu'elle a telle ou telle propriété? Ça, c'est un des enjeux majeurs. La question qu'on va se poser, c'est quel est le mécanisme qui empêche l'eau de monter ici? Ici, on a une barrière de potentiel, on voit que l'altitude augmente ici. Pour les galaxies, comme l'a dit Françoise, un des mécanismes, c'est en particulier aussi une barrière de potentiel, mais à l'inverse, c'est-à-dire que si la gravité creuse profondément, vous savez que plus la masse est élevée, plus vous avez un puits de potentiel gravitationnel, s'il est très fort, l'arrivée de matière très rapide, très intense, peut créer des chocs, chauffer cette matière et l'empêcher de tomber. Je reviendrai dessus. Alors,
pour continuer avec les analogies, si vous me le permettez, on va dire que cette galaxie donc morte, elle ne forme plus d'étoiles, en comparaison avec une galaxie qui forme des étoiles, elle est morte dans le sens où elle n'a plus de gaz pour former des étoiles. Et quelles sont les signatures de la mort de cette galaxie? Elle n'a pas de disque. Elle n'a plus de disque, c'est juste une forme sphéroïde. Alors, est-ce que le fait qu'elle ait perdu son disque est connecté avec la cause de sa mort ou pas? C'est une des questions. Ces étoiles ne suivent pas un mouvement de rotation global, mais ont un mouvement désordonné. Il y a une dispersion des vitesses, il n'y a pas un mouvement cohérent de l'ensemble qui tourne sur lui-même. Il y a donc eu une perte du moment angulaire, dans le sens où on pense que lorsque la gravité agit et qu'elle donne naissance à des galaxies, cela se produit toujours de manière accompagnée de rotation, de moments angulaires, de la même manière que le système solaire tourne naturellement quand une masse s'effondre et forme une masse de plus en plus concentrée. Et donc on pense que si les elliptiques n'ont plus de moment angulaire, c'est qu'elles l'ont perdu. Comment ont-elles perdu leur moment angulaire? Elles ne forment plus d'étoiles depuis plusieurs milliards d'années. Alors, on le sait parce que la couleur de ces galaxies est caractéristique d'étoiles qui ont typiquement un tiers de la masse du Soleil, qui vivent très longtemps. Et s'il y avait dans ces étoiles, et il y a quelques étoiles qui voisinent la masse du Soleil, mais il n'y a pas d'étoiles de 2 fois la masse du Soleil. Aucune. Pourquoi? Alors, bien sûr, des fois, vous en avez quelques-unes qui vont apparaître s'il y a un petit nuage de gaz, mais pourquoi? Parce que les étoiles plus massives qu'une fois la masse du Soleil vivent moins longtemps que 10 milliards d'années. Et donc, on pense qu'une galaxie massive comme ça n'a plus formé d'étoiles depuis 10 milliards d'années. Typiquement, je vous donne un ordre de grandeur parce qu'il y en a certaines qui vont avoir eu des événements récents, mais typiquement, la couleur caractéristique de ces galaxies est donnée par la couleur des étoiles qui sont de petites masses, plutôt froides, plutôt rouges, et c'est ce qui fait que la galaxie est plutôt rouge, et donc plus de formation d'étoiles depuis très longtemps. Et l'autre élément qui est très intéressant, c'est quand on regarde les éléments chimiques qui sont dans les étoiles, en particulier l'oxygène et le fer, on réalise que le rapport entre l'oxygène et le fer vous donne une idée du temps caractéristique au cours duquel les étoiles sont nées dans cette galaxie. Comment? Parce que aussi bien l'oxygène que le fer sont nécessairement nés dans des explosions d'étoiles. Alors, le fer naît dans les supernovae de tous les types, c'est-à-dire une étoile massive qui s'effondre et qui explose, ou une binaire qui va ensuite exploser, ce qu'on appelle les supernovae de type 2 et de type 1A, tandis que l'oxygène, lui, n'est formé que dans les supernovae de type 2, c'est les étoiles massives. Et les étoiles massives ont un temps, une espérance de vie qui est très courte, 10, 100 millions d'années. Et donc, dans un premier temps, si vous formez des étoiles, vous allez former de l'oxygène, vous allez former du fer, et puis ensuite, vous aurez les paires d'étoiles qui vont commencer à exploser, mais avec un décalage dans le temps, au bout d'à peu près 1 milliard d'années, qui vont donner naissance à du fer, mais pas à de l'oxygène. Et donc vous aurez d'abord un rapport oxygène sur fer très élevé, et puis ce rapport va diminuer à mesure que le fer va augmenter. Et donc ce rapport d'éléments est un indicateur du temps caractéristique. S'il est très élevé, c'est que les étoiles sont nées avant que du fer soit né par les étoiles qui mettent 1 milliard d'années à naître. Et donc, quand on regarde les rapports d'abondance d'oxygène sur fer de ces galaxies, on s'aperçoit qu'il est typique des temps caractéristiques des tubes supernovae de type 2, et donc que ces étoiles sont nées en moins d'1 milliard d'années. Vous avez donc des étoiles qui sont nées il y a pratiquement 10 milliards d'années, en moins d'1 milliard d'années. Tout de suite, on a pensé que cela voulait dire qu'elles étaient nées dans une flambée de formation d'étoiles, dans un univers très lointain. Alors, on est parti en quête de ces galaxies avec des flambées de formation d'étoiles, et les quêtes ont échoué l'une après l'autre parce que les techniques qu'on utilisait n'étaient pas les bonnes. On cherchait en particulier une raie de l'hydrogène, la raie Lyman alpha, et ça n'a pas du tout marché pour des raisons que je raconterai. Et on est parti à la fois à la recherche de la naissance de ces galaxies-là, et en même temps on a essayé de comprendre quelle était la cause de la mort de ces galaxies. Alors, si vous me permettez à nouveau l'analogie, et c'est pourquoi elle est utile pour moi ici, c'est que si on pense à des êtres vivants, on ne peut pas être mort à 20%. On ne peut pas être mort à 15%, et je m'arrêterai là, vous pouvez prendre n'importe quel pourcentage. On ne peut être que mort ou vivant. Et donc pour une galaxie, on va utiliser cette... C'est pourquoi on parle de bimodalité en quelque sorte, elles sont mortes ou vivantes. Alors après vous allez me dire, oui mais celle-ci, elle forme très peu d'étoiles, elle est presque morte. Oui mais elle n'est pas morte, elle est malade. Alors la cause de la mort va être intéressante.
Est-ce qu'elle est naturelle, c'est une maladie, ou est-ce que, par exemple, la galaxie était privée de nourriture, asphyxiée, etc. Ou bien est-ce qu'elle est accidentelle? Est-ce que la galaxie a été assassinée? Alors je dis ça parce qu'on a des armes pour tuer des galaxies, on a vu les supernovae, les noyaux actifs de galaxies, etc., qui sont proposés comme des assassins de galaxies. La raison pour laquelle j'en parle tout de suite, c'est parce que c'est une hypothèse qui est favorisée par beaucoup et qui est très intéressante et qui est la solution miracle, donc fausse. Ensuite, la question qui va se poser, c'est lent versus rapide violent, d'une manière simplifiée par rapport à cette problématique. Quand je dis donc fausse, c'est parce que croire qu'un seul mécanisme peut résoudre ce problème dont on parle ici, en fait, conduit à d'autres problèmes qui vont être générés par le mécanisme qu'on a introduit. Alors, une dernière analogie, avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Vous avez tous vu, et Françoise en a déjà parlé, cette distribution en énergie de l'univers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la vision actuelle de la formation et d'évolution des galaxies, si une galaxie est entre guillemets vivante, c'est parce qu'elle reçoit de la matière diffuse à travers si vous regardez cette ligne rouge ici qui dessine des puits de potentiel qui sont tracés par la matière noire, la matière intergalactique tombe dans ces puits et ce qui permet donc de nourrir les galaxies, ce sont les branches de cet arbre ici. Cet arbre, c'est une image qui montre le tronc qui représente l'énergie noire, les branches qui représentent la matière noire et les feuilles qui représentent la matière normale. Si vous faites le rapport du poids des feuilles aux branches et au tronc, vous trouvez les bonnes proportions. Même mieux, si vous prenez un arbre avec des fruits, vous allez voir que le rapport des fruits va vous donner la proportion d'étoiles. C'est assez rigolo. Et la proportion d'étoiles qui n'est que 10% de la matière normale, la matière baryonique. Autre analogie, puisque je suis dans les analogies, si le tronc grandit, eh bien l'arbre s'étend et il grandit. Et donc l'énergie noire va provoquer l'expansion du tronc. Et si vous vous placez sur une feuille, comme toutes les feuilles s'écartent d'un certain nombre de centimètres par mois ou an, eh bien, vous allez avoir la loi de Hubble. Toutes les feuilles les plus éloignées vont s'éloigner d'autant plus vite qu'elles sont loin de vous. Et la seule chose que vous voyez de l'arbre, finalement, ce ne sont que les feuilles, la matière baryonique. Le reste est noir et caché derrière. Et si vous voyez une feuille morte, eh bien, c'est qu'elle est coupée de sa branche. Et ça, c'est intéressant parce que si j'appelle feuille ma galaxie, eh bien, je vais pouvoir me dire que si la matière noire ne la nourrit plus, puisque les branches apportent la sève, de la même manière que la matière noire, dans les cas des galaxies, creuse les puits gravitationnels qui apportent la sève, qui est le gaz intergalactique diffus, si une galaxie ne forme plus d'étoiles, comme celle-ci, c'est qu'un mécanisme empêche l'eau de tomber, ou bien qu'on a coupé la feuille de la branche. Donc, en termes de proportion, cette question du nombre de branches, de feuilles qui ont été coupées des branches est importante, puisque si on regarde en masse, 73% de la masse stellaire dans l'univers local est localisée dans des galaxies elliptiques. Ça veut dire que si vous tirez une étoile au hasard dans l'univers, vous avez 7 chances sur 10 qu'elle tombe dans une galaxie elliptique morte. Alors, quel est le rôle de l'environnement sur les galaxies ? La distribution spatiale des galaxies proches est donnée ici. Ce sont des points noirs dans le Sloan Digital Sky Survey. Si maintenant vous séparez les galaxies bleues, là c'est la couleur rouge en haut et bleu en bas, en fonction, c'est le diagramme couleur-magnitude que vous a montré Françoise tout à l'heure. Les rouges sont ici, les bleus sont là. Vous voyez que les bleus ont une distribution qui est relativement homogène, tandis que les rouges présentent des grumeaux. Elles ont des concentrations plus fortes. Donc on a l'impression que l'environnement joue un rôle important pour comprendre le fait que des galaxies soient effectivement mortes. Et quand on va dans un amas de galaxies, les études classiques nous montraient, et ça Françoise l'a aussi rappelé, que si vous vous déplacez de la gauche vers la droite dans ce diagramme, c'est-à-dire des densités où vous n'avez ici que 0,001 galaxies dans une boîte de 3 millions d'années-lumière de côté, et puis vers une galaxie dans cette boîte, puis 1000 galaxies dans cette boîte, donc vous augmentez la densité et la promiscuité de galaxies,
voyez que vous êtes au début complètement dominé par des spirales et des irrégulières, et à mesure que vous allez dans des régions de plus en plus denses, la proportion d'elliptiques et de galaxies dites lenticulaires augmente, et les spirales diminuent. Donc on a pensé que c'était le rôle des fusions de galaxies, des spirales vers les elliptiques, voire des effets de marée, lorsqu'une galaxie passe à côté des autres, qui allait jouer un rôle important pour la transformation des galaxies des spirales vers elliptiques, et puis l'épluchage par pression dynamique qu'a montré François lorsqu'une galaxie passe dans un gaz intergalactique diffus, aurait retiré le gaz des spirales et les aurait progressivement transformés dans ce qu'on appelle des S0 ou galaxies lenticulaires, c'est-à-dire des galaxies qui sont entre l'elliptique et la spirale avec un disque très peu marqué. Seulement, il faut noter quelques petits points. La distance entre deux galaxies donc, a beau être plus petite dans un amas que dans le champ, la vitesse à laquelle elle se déplace est de l'ordre de 1000 km par seconde, et c'est beaucoup trop grand en comparaison des puits gravitationnels des galaxies. Une mesure du puits gravitationnel des galaxies est donnée par la dispersion de vitesse des étoiles, qui est de l'ordre de quelques centaines de kilomètres par seconde. Donc une galaxie est capable d'agir avec sa gravité jusqu'à des vitesses de l'ordre de 200-300. Au-delà, l'étoile s'en va. Eh bien, si une galaxie, et donc les étoiles d'une galaxie passent à côté, avec 1000 km par seconde, elle ne ressentira pas l'effet gravitationnel de la précédente. Et donc elles ont beau être proches, les effets de fusion galactique sont quasiment impossibles. Et donc vous avez un paradoxe dans le fait que les effets d'environnement ne vont pas engendrer facilement des fusions. On a donc pensé que l'effet majeur, c'était l'épluchage par pression dynamique, c'est-à-dire le passage d'une galaxie dans un milieu diffus, mais qui est quand même plus dense que le milieu intergalactique hors amas, qui ferait que la galaxie, lorsqu'elle passe dedans, est épluchée de son gaz par la pression, et puis ça influerait sur les galaxies. C'est un phénomène qui existe, mais est-ce qu'il est dominant? Alors, je note ici deux articles de la même équipe, Balog et al. 2000, Balog et al. 2004. En 2000, c'est-à-dire avant les données du Sloan, ils ont mesuré ici, je vais vous expliquer ce qu'ils ont mesuré ici, mais je lis d'abord la phrase. Le principal effet de l'environnement est la suppression du taux de formation d'étoiles, SFR, par épluchage dynamique du réservoir de gaz. Et puis, ils ont mesuré la fraction de galaxies qui ont de la formation d'étoiles, avec ce qu'on appelle la largeur équivalente, W, de l'array H-alpha, c'est de l'hydrogène qui a été ionisé et les électrons se recombinent, et donc vous avez une émission qui prouve que vous avez de l'ultraviolet intense et dur qui est émis par des étoiles massives, donc jeunes, parce que les étoiles massives ne vivent pas longtemps, et donc vous avez ici un rapport de l'array par rapport au continu qui est très fort, et quand on dit 4 angstroms, ça veut dire qu'il faudrait 4 angstroms de continuum pour avoir autant d'intensité que cette toute petite raie. Et 4 angstroms, c'est beaucoup, donc ça veut dire qu'on a vraiment une raie qui est très forte par rapport au continu. Et donc on a de la formation d'étoiles. Et la fraction, c'est la fraction de galaxies qui sont dans un état de formation d'étoiles intense. Et vous voyez que la transition, l'évolution de cette fraction est continue depuis les très petites densités aux grandes densités, mais en incluant des densités qui contiennent même, qui s'appliquent même aux groupes de galaxies, qui vont même au-delà des groupes, c'est-à-dire dans des régions qui sont un peu plus denses que la moyenne, mais qui ne sont pas des amas de galaxies. Et donc qui ne sont pas remplies d'un milieu très dense qui pourrait faire de l'effet d'épluchage par pression dynamique. Alors, la même équipe, 4 ans plus tard, publie « L'épluchage ne peut pas agir à ces densités. Il faut donc qu'il y ait eu une accélération de la formation d'étoiles dans le passé avec l'environnement. » Donc, vous voyez qu'on est passé de la quête d'un mécanisme qui va tuer les galaxies en les vidant de leur gaz, etc., à la quête d'un mécanisme qui va les rajeunir, qui va leur permettre de consommer leur énergie à une vitesse accélérée, de sorte qu'il ne reste plus rien. Et donc c'est l'inverse cette fois, c'est une inversion du processus. Et toute la question était de savoir est-ce qu'on peut voir cette inversion en action dans l'univers plus lointain. Alors, ensuite, on s'est aperçu qu'on pouvait comparer différentes propriétés des galaxies en fonction de l'environnement et de la masse. Là, je suis désolé, une des figures ici est présentée par Françoise, mais je vais insister sur un certain point. Vous avez ici, je vais vous demander de regarder juste ce petit carré ici. Là, et vous avez sur l'axe des X la masse d'une galaxie, et sur l'axe des Y, C, qui est un facteur de concentration de la lumière. C'est le rapport de la lumière qui est contenue
du rayon qui contient 90% de la lumière sur le rayon qui contient 50% de la lumière. Donc n'importe qui peut prendre une image, vous faites un cercle, quand vous avez 90%, paf, un rayon, vous montez, 50%, paf, un rayon, vous faites le rapport des deux, ça vous donne la proportion qui est au centre par rapport à la proportion totale. Et donc ça vous donne une idée de la concentration. Et donc si le rayon qui a 50% est petit, alors votre galaxie est très concentrée, parce que plus vous avez un petit rayon dans lequel vous avez déjà 50% de la lumière, donc le C va augmenter. Et vous apercevez que la tendance que vous voyez ici, d'abord vous avez des lignes continues, et puis des lignes en pointillés. Oubliez les lignes en pointillés, elles illustrent juste la dispersion de la mesure. On ne va pas rentrer là-dedans, parce qu'effectivement il y a une dispersion, mais regardez les lignes, elles ont toutes la même tendance à monter, et toutes les couleurs qui sont là, elles correspondent à des densités différentes en termes d'environnement. C'est-à-dire que vous avez 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 voisins autour de vous dans un rayon de 2 mégaparsecs, c'est-à-dire de 6 millions d'années-lumière. Donc vous prenez une boîte autour d'une galaxie, vous comptez le nombre de voisins, et plus il y en a, si l'effet d'environnement était fort, plus la proportion, plus l'évolution changerait. Donc si les galaxies étaient plus affectées dans les régions denses, eh bien, la courbe violette serait différente de la courbe noire qui est dans une région qui est peu dense. Et vous voyez que les couleurs font des petites différences, mais négligeables. La différence entre les couleurs existe, mais elle est négligeable par rapport à la variation de concentration avec la masse. Et ça a été révolutionnaire parce qu'on s'est rendu compte que la masse des galaxies, qui est une propriété intrinsèque, était un paramètre au premier ordre, tandis que les effets d'environnement dont tout le monde pensait qu'ils étaient majeurs étaient un effet au second ordre, voire encore plus loin, qui était un effet quasi négligeable. Alors, à l'inverse, si vous maintenant... alors ici, c'est une autre... à gauche, c'est la densité d'étoiles, mais ça va représenter la même idée, donc je ne parle pas des deux. Ici, vous avez de nouveau 2 indicateurs, cette fois des propriétés des étoiles, de l'âge des étoiles ou du rythme auquel les étoiles naissent ou sont nées au cours de l'histoire. Typiquement, on va prendre celui de gauche ici, c'est un indicateur de l'âge des étoiles. Et cette fois, vous voyez que si je passe de 9,5 à 10,3 en masse, la courbe bleue varie de 0,3 ici, mais entre la courbe bleue et la courbe violette, il y a une variation de 0,4, 0,5. Donc je ne peux plus dire que être dans une région dense ou peu dense n'a pas d'effet, puisque l'effet est plus grand que la variation en fonction de la masse. Donc cette fois, l'environnement joue un rôle majeur au premier ordre sur l'âge des populations stellaires. Alors, ça, c'est assez problématique à comprendre. Donc je le résume ici. Vous avez la compacité, c'est-à-dire une propriété géométrique des galaxies, leur distribution de lumière, qui varie énormément avec la masse, l'âge des étoiles qui varie avec la masse, mais l'âge des étoiles varie aussi avec l'environnement, mais pas la compacité. Je ne l'ai pas représenté ici, mais c'est ce que j'ai montré tout à l'heure. Et c'est ce qui a conduit David Hogg, dans une étude publiée en 2005, à dire la chose suivante. Il n'y a pas de relation morphologie-densité, c'est-à-dire que la morphologie, par exemple ici, dont un indicateur est la compacité, ne change pas en fonction de l'environnement, et là, donc il n'y a pas de véritable relation là. Quel processus physique, c'est une question qu'il pose, quel processus physique peut dire à une galaxie comment adapter le taux auquel elle va former ses étoiles sans modifier sa morphologie? Donc l'environnement modifie l'âge des étoiles, donc elles ont formé plus ou moins vite leurs étoiles en fonction de l'environnement, mais elle n'a pas modifié la forme des galaxies. Il faut que vous arriviez à dire à l'intérieur d'une galaxie à quel rythme vous formez les étoiles, mais vous ne transformez pas la galaxie, sans que ça se voie. Coluche disait, si vous voulez, il fallait utiliser un bottin pour frapper les gens que vous vouliez interroger, parce que ça ne laisse pas de traces. Donc, mais il n'y a pas de bottin dans l'univers. Donc la question, c'est quel type d'outil on utilise pour changer le rythme de formation d'étoiles dans les galaxies sans changer leur forme. Alors il dit, je pense que la conclusion doit être que les processus qui définissent la morphologie sont d'une certaine manière internes aux galaxies. Et ça va être difficile, dit-il, à réconcilier avec la cosmogonie de la matière noire froide. Donc, David Hogg, qui travaille beaucoup dans le domaine de la cosmologie, pose cette question. Il dit, mais ce problème qui est lié aux galaxies est un problème majeur parce que si on croit en la formation hiérarchique des galaxies, chose à laquelle il croit et nous croyons, mais il y a des suites logiques qui vont de pair avec les fusions de galaxies, etc., qui vont laisser des signatures sur la forme des galaxies, sur la compacité de la lumière, qu'on ne voit pas, mais pourtant l'âge a changé.
Et ça, il y a donc quelque chose d'autre qui se passe à l'intérieur des galaxies et qui change ça. Et ça c'est quelque chose qui nous manque comme ingrédient. Et ça rend les choses compliquées parce qu'une galaxie est dans un environnement qui va l'affecter, c'est-à-dire que même, puisqu'il y a plus de galaxies rouges que de galaxies bleues dans les régions denses, donc il faut arriver à comprendre comment ça peut changer les populations stellaires, mais vous devez comprendre la physique à très très petite échelle dans les galaxies. Ça demande de traiter des ordres de grandeur très très grands, à une variation d'ordre de grandeur qui sont très très grands. Alors, il y a une pièce, maintenant on va s'apercevoir qu'il y a une pièce manquante dans le puzzle, et je reviens sur ce diagramme couleur-magnitude, où ici la couleur et ici la masse des galaxies. Il y a cette séquence rouge avec une faible dispersion, et puis le nuage bleu dont a parlé Françoise, et je voudrais insister sur cette masse ici caractéristique de 10 puissance 11 masse solaire qui a troublé certains de nos collègues parce que vous voyez des galaxies mortes, mais vous ne voyez pas de galaxies vivantes de même masse. Donc si vous vouliez assassiner une galaxie qui forme des étoiles pour qu'elle soit morte et massive et rouge, eh bien, vous ne pourriez pas la trouver dans notre univers proche pour la tuer. Et donc ça a été l'origine, dans cet article de Faber et al. En 2007, d'une suggestion que les galaxies ne peuvent pas arriver du nuage bleu au nuage rouge, elles doivent passer dans le nuage rouge à des faibles masses, puis fusionner par des fusions sèches, c'est-à-dire des fusions de galaxies qui n'ont plus de gaz et qui vont grossir en masse comme ça, sinon on ne pourrait jamais arriver là. Ça, c'est ce qui a été proposé. Alors, le problème est analogue à celui que vous rencontreriez si vous faisiez des fouilles et vous trouviez des os proches les uns des autres et qui vous permettent de déduire qu'il existe un animal énorme qui a existé mais qui n'existe plus. Les dinosaures. Si vous voyez un dinosaure, un squelette de dinosaure sous terre, soit vous vous dites qu'il y a eu des animaux de type lion ou tout ce que vous connaissez, ou éléphant, et qui sont morts les uns à côté des autres et qui vous donnent l'impression qu'il y a un dinosaure, mais si vous regardez bien, vous dites que ça ne colle pas très bien, soit il a existé une espèce animale qui s'est éteinte pour une raison à définir et qui n'existe plus aujourd'hui et qui est à l'origine de ces galaxies massives qui sont rouges et mortes. Alors, dans cet article, eux, ils favorisent cette idée-là et ils font abstraction totale du dinosaure. Moi, je propose de partir à la recherche des dinosaures galactiques. Alors, donc, pour ça, on doit se poser la question de savoir si on a pu rater quelque chose dans l'univers. Et il se trouve que les galaxies sont effectivement des êtres complexes avec des étoiles, de la matière noire, des molécules, du gaz neutre, etc., mais aussi beaucoup de poussière interstellaire. Enfin, en masse, les rapports de masse sont tels qu'il y a beaucoup moins de poussière que de gaz et moins de gaz que d'étoiles, etc. Mais néanmoins, la poussière interstellaire peut absorber une bonne partie de la lumière d'une galaxie, et en particulier, les étoiles qui sont jeunes et massives, elles, vont avoir leur lumière qui va être très efficacement absorbée par la poussière, tout simplement parce que lorsqu'une étoile massive naît, et comme elle ne vit pas plus que 10 millions d'années, typiquement, elle n'a pas le temps de sortir de son nuage de poussière, quelle que soit sa vitesse de mouvement propre. Et donc, elle va être tout le temps dans un nuage qui va absorber sa lumière ultraviolette. Et comme les étoiles massives dominent l'ultraviolet, cette part-là va manquer à nos comptabilités lorsqu'on utilise des observatoires comme le télescope spatial Hubble qui part en quête de luminosité ultraviolette dans le référentiel au repos des galaxies. Alors, quand on a observé les galaxies dans l'infrarouge, on a découvert que le taux de formation d'étoiles des galaxies avait des propriétés en fonction de la masse des galaxies qui étaient un peu différentes de celles qu'on pensait. Tout à l'heure, Françoise a parlé de cette séquence principale, je vais dire deux mots dessus. On pensait au début qu'une galaxie elliptique avait dû avoir une formation d'étoiles un peu de ce type-là, c'est-à-dire avec des flambées de formation d'étoiles très très intenses, et puis ensuite plus rien. À l'inverse, une galaxie spirale aurait eu une histoire avec des petites oscillations comme ça, avec une histoire de formation relativement continue. Et donc, ce que nous avons trouvé en étudiant les galaxies à différentes époques de l'univers, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, les galaxies forment leurs étoiles de manière directement proportionnelle à leur masse,
au cours du temps. Alors là, c'est un diagramme schématique qui résume ça, puisqu'en pratique, la corrélation entre le taux de formation d'étoiles et la masse des galaxies varie au cours du temps, mais si on prend maintenant une seule galaxie, qu'on suit depuis son enfance et puis qui grandit, elle va grandir en suivant une relation bien précise, et puis elle peut de temps en temps avoir ce type d'activité, de flambée de formation d'étoiles, mais seulement 5% des étoiles d'aujourd'hui semblent être nées dans ce mode-là, 5 à 10%. Et puis, vous avez maintenant une inversion entre la séquence rouge, qui devient un nuage de galaxies qui ne forment plus d'étoiles, et le nuage bleu, qui devient une séquence bleue. Et cette fois, on va pouvoir, grâce à la conversion du nuage bleu en séquence bleue, c'est-à-dire une relation avec une dispersion faible, essayer de comprendre le mécanisme de formation des étoiles et voir si on trouve les ancêtres de ces dinosaures. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, on a trouvé qu'en remontant dans le passé, il existait à la masse des galaxies massives rouges des galaxies bleues qui forment des étoiles de même masse, qui sont absentes aujourd'hui, mais qui étaient présentes dans le passé. Donc ça peut paraître paradoxal, puisqu'on a tendance à dire que les galaxies croissent en masse, et donc il n'est pas naturel de chercher dans l'univers lointain des galaxies plus massives que les galaxies d'aujourd'hui. Mais comme les galaxies les plus massives sont mortes, si vous voulez trouver leurs progéniteurs en train de former des étoiles, eh bien, en pratique, on s'est aperçu qu'il fallait les regarder parmi les galaxies à formation d'étoiles lointaines, et on a trouvé des galaxies très massives avec des formations d'étoiles très intenses dans l'univers lointain qui peuvent être les progéniteurs de ces galaxies-là sans plus faire appel aux fusions sèches. Ça ne prouve pas que les fusions sèches n'existent pas, ça prouve juste que les dinosaures ont existé. Et les dinosaures ont existé, c'est-à-dire des galaxies massives avec des formations d'étoiles prodigieuses, des monstres qui vont former typiquement 100, 500, 1000 fois plus d'étoiles que la Voie lactée. Et si vous cherchez dans tout l'univers autour de vous, il en existe 0. Mais si vous cherchez dans l'univers lointain, il en existe un relativement grand nombre. Donc les dinosaures ont existé. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde maintenant cette relation entre le taux de formation d'étoiles et la masse stellaire des galaxies, on s'aperçoit que cette relation, eh bien, elle suit là, maintenant, je la montre non plus en suivant la même galaxie, mais en prenant une époque donnée, en bleu relativement récemment, puis comme ça, je remonte dans le passé. Ça, c'est les domaines où on a pu les mesurer. Et on se rend compte que le taux de formation d'étoiles augmente. Et si maintenant je dessine une ligne rouge ici, eh bien, cette ligne rouge est telle que toutes les galaxies qui se sont formées, toutes les étoiles qui sont nées au-dessus de cette ligne, c'est-à-dire à des époques qui remontent au-delà de typiquement 8-9 milliards d'années dans le passé, elles sont nées avec un temps caractéristique court, c'est-à-dire suffisamment court pour que le rapport entre l'oxygène et le fer soit aussi élevé que celui des elliptiques qu'on observe dans l'univers proche. Vous n'avez pas besoin de faire appel à un mécanisme violent pour expliquer pourquoi les rapports d'abondance des elliptiques locales sont très élevés. Il suffit de prendre n'importe quelle galaxie qui forme ces étoiles selon cette loi d'échelle, c'est-à-dire avec une proportionnalité à la masse, avec une dispersion très faible. Il suffit de prendre n'importe quelle galaxie là-dedans pour retrouver ces bons rapports d'abondance qu'on avait pour les galaxies elliptiques. Et donc, elles peuvent naître de la même manière que les galaxies spirales. Il y a une universalité inattendue. Vous avez ce mode universel qui s'applique pour les deux. Très bien. Maintenant, la question, c'est ces dinosaures ont existé, qu'est-ce qui a provoqué leur mort? Alors, on a bien entendu à l'esprit ces mécanismes violents dont parlait Françoise, qui ont un avantage, c'est que si vous calculez l'énergie qui a pu être libérée par un trou noir au moment de sa formation, prenez un trou noir supermassif de 1 milliard de fois la base du Soleil, quelle quantité d'énergie a-t-il pu relâcher? Eh bien, on estime que c'est environ 10% de l'énergie gravitationnelle, enfin 10% de MC2 qui a été libéré lorsque l'énergie gravitationnelle a été transformée en lumière, en chaleur dans le disque d'accrétion et en lumière. Donc 10% de MC2. Donc 10% d'un milliard de masse solaire fois C2, ça vous donne une énergie. Ensuite, vous la libérez par unité de temps, ça vous donne une puissance. Et c'est suffisant pour l'emporter sur le puits gravitationnel. La question, c'est est-ce que l'énergie qui est libérée lorsque de la matière tombe dans un trou noir, est-ce que cette énergie est bien distribuée
à la matière qui est autour pour empêcher cette matière de donner naissance à de nouvelles étoiles. Parce que si elle sort dans un petit jet très fin qui s'en va au-delà de la galaxie, elle peut ne faire aucun effet sur la galaxie et peut-être même ne pas tellement chauffer le milieu environnant. De la même manière, pour les explosions d'étoiles, si elles explosent dans un environnement relativement dense, l'énergie va être libérée sous la forme de lumière, et des simulations hydrodynamiques à haute résolution qui ont pris en compte ces effets-là suggèrent qu'il y a effectivement des effets, mais qui ne sont pas si forts que ça, et qui ne peuvent pas expliquer autant de baisse ici. Il faudrait, pour qu'il y ait aussi peu de matière normale dans les halos de matière noire que ce qu'on pense, il faudrait invoquer une perte de masse des galaxies d'un facteur 10, 50, qui sont énormes par rapport à ce qu'on peut faire avec les mécanismes tels qu'on les observe. L'énergie est là, mais le couplage entre cette énergie et la matière, dans les observations, n'existe pas. Alors maintenant, je vais vous proposer un autre mécanisme que celui du cataclysme violent, qui va m'amener à nouveau à utiliser une analogie, mais à me poser une question. Les galaxies se saoulent-elles avant de mourir? Et ce qui est une idée qui n'est pas complètement idiote, surtout avec un bon vin. Alors, ce qui nous a amené à nous poser la question du débat entre universalité et ébriété, je vous rassure, la plupart des astrophysiciens ne se posent pas cette question, ils la boivent. Donc, ce qui nous a amené à se poser cette question, c'est de réaliser que lorsqu'on regarde plus précisément ce lien entre le taux de formation d'étoiles et la masse des galaxies, eh bien, la courbe avait tendance à se pencher ici, à se plier. Alors, ça, c'est intéressant, ce changement de pente. Donc, je vais regarder maintenant deux courbes. La première, c'est ce que François vous a décrit tout à l'heure, c'est le taux spécifique de formation d'étoiles. En d'autres termes, c'est le taux de formation d'étoiles par kilogramme de galaxie. Vous ne voulez pas avoir... Si vous avez une galaxie 10 fois plus grosse qu'une autre, bien sûr qu'elle formera plus d'étoiles. Mais vous voulez savoir, si vous prenez 1 kg de l'une ou de l'autre, laquelle est plus efficace à convertir son gaz en étoile. Alors, si ce n'est pas 1 kg, vous pouvez prendre 10 puissance 8 masse solaire. Mais peu importe, prenez une masse. Et ce rapport-là, c'est le taux de formation d'étoile spécifique. Et vous le regardez en fonction de la masse. Et puis ici, c'est le taux de formation d'étoile, cette fois non plus par masse stellaire, parce que la masse stellaire, ce n'est pas ça qui fait des étoiles. Ce qui compte, c'est la masse de gaz, parce que c'est lui qui va donner naissance à des étoiles. Et maintenant, on a des mesures du gaz grâce aux observatoires IRAM, ALMA, etc. De plus en plus ont été collectés. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que la baisse de pente ici, le changement de pente, alors cette fois, vous voyez la pente maintenant. Tout à l'heure, je montrais le SFR versus M star, et ça faisait comme ça. Maintenant, je fais SFR sur M star versus M star. Donc, ça veut dire qu'une droite horizontale correspondra à une tendance où il n'y a pas de changement de pente, et puis le changement de pente arrive, vous voyez, aux fortes masses, et vous remarquerez que dans le passé, il y a 10 milliards d'années, le changement de pente s'est produit à une certaine masse, qui est de l'ordre de 10 puissance 10.7 masse solaire. Et puis il y a 8 milliards d'années autour de 10 puissance 10.3, et puis il y a aujourd'hui autour de 10 puissance 9.8. Vous voyez que la masse caractéristique change et la pente ça coule de plus en plus. Alors ici vous avez l'efficacité de formation d'étoiles, et vous voyez que ceci, quand on prend en compte le réservoir de gaz et la formation d'étoiles avec le réservoir de gaz, on voit que ce changement-là n'est pas simplement un changement artificiel. Il y a eu des débats autour de ça, je passe les détails, mais on voit bien que l'efficacité de conversion du gaz en étoile aussi suit cette même tendance. Donc en d'autres termes, ce que l'on constate, c'est que vous avez une tendance qui est naturelle ici, et puis lorsque vous allez vers les époques qui se rapprochent d'aujourd'hui et les masses plus grandes, donc ici c'est le nuage bleu qui est devenu la séquence des galaxies bleues, et ici c'est la séquence rouge qui est devenue le nuage des galaxies rouges. En fait, il y a une brisure aux fortes masses, vous avez quelque chose qui se passe comme ça. En fait, c'est exactement l'analogue d'une bouteille de vin. Vous avez à l'intérieur de la bouteille un breuvage bleu qui est encore actif, forme d'étoile, et puis à mesure qu'il coule, il devient un grand cru. Votre nuage de rouge ici, et c'est un grand cru galactique, bien sûr, qui est très difficile à boire, ou alors il faut avoir une grande gueule, mais, et donc ce grand cru, eh bien, il est né de la mort douce de ces galaxies qui ont coulé lentement. Et donc vous avez donc maintenant deux cas, soit la chute lente de l'efficacité de formation d'étoiles des galaxies, donc le paradigme du château Pétrus, ou bien ce qu'on appelle le quenching, c'est-à-dire un trempage rapide
qui va vraiment tuer la formation d'étoiles. Vous avez ici du métal en fusion, très chaud. Si vous le mettez dans l'eau, il va être trempé, il va se solidifier très rapidement, il va y avoir des propriétés très particulières, il n'y aura pas de mouvement des dislocations, vous allez avoir un métal particulier. Bon, de la même manière, le quenching, c'est-à-dire le mécanisme auquel on fait appel à travers les noyaux actifs de galaxies ou les supernovae, et une certaine approche de ce mécanisme consiste à dire que les galaxies sont quenchées de la même manière par un mécanisme violent qui arrête la formation d'étoiles, si on considère ici que le fait que ce soit chaud, c'est de la formation d'étoiles. Et si on compare les deux en intensité, maintenant on veut savoir, OK, certaines étoiles auraient dû naître ici, elles ne sont pas nées par un processus de chute lente, et qu'on compare les deux, eh bien on s'aperçoit que le mouvement rapide dominait dans le passé, et puis, en particulier à l'époque où il y a eu une grosse activité de noyaux actifs de galaxies, et puis progressivement, au cours des 8 derniers milliards d'années, il y a à peu près autant, si ce n'est un peu plus, de formation d'étoiles qui s'est arrêtée de façon, entre guillemets, naturelle, par une mort lente, par le simple fait que la matière ne tombait plus dans les galaxies. Donc on a un mécanisme de croissance des galaxies, donc par de l'apport de matière intergalactique, ce que nous disent les modèles, qui apporte de la matière dans les galaxies, qui probablement crée un peu de turbulence dans le milieu interstellaire. Et puis, si maintenant j'augmentais le débit de l'eau qui coule ici, eh bien, si j'ai un creux qui n'est pas assez profond et que j'augmente le débit, je donne une énergie telle que l'eau ne reste pas dedans et elle ressort. Et c'est peut-être ce qui se passe lorsque vous avez des galaxies qui sont très très massives. Eh bien, ce qu'on voit en action, c'est peut-être le fait que le puits devient tellement profond que l'eau n'arrive plus à tomber et la galaxie, comme elle forme des étoiles avec une intensité importante, elle va épuiser son réservoir naturel et elle n'aura plus le droit à de la matière nouvelle. C'est un mécanisme possible. On n'est pas certain du mécanisme qui saoule les galaxies, qui fait qu'il n'y a plus de matière qui tombe dedans, mais c'en est un qui est possible. Alors, il y a des problèmes qui demeurent, en particulier le problème de savoir comment meurent les galaxies elliptiques, donc, comme je disais, et la question c'est de savoir est-ce que c'est lié à leur naissance. Donc, on a depuis, avec le télescope spatial Hubble en particulier, et les observatoires au sol, le VLT, le Keck, mesuré des distances de galaxies avec des techniques nouvelles qui ont permis de cartographier les galaxies de l'univers lointain. Et on s'est aperçu, quand on regarde ces galaxies les plus lointaines, c'est qu'elles ressemblent à des petits blobs très très compacts. Et je vous montre maintenant un schéma qui résume un peu ça. Les galaxies elliptiques massives, il y a 10 milliards d'années, elles ont une taille qui va définir leur rayon de demi-lumière. Donc là, vous avez 50% de la lumière, ce rayon à 50% dont je parlais tout à l'heure, qui est donné ici en fonction du redshift, donc de l'époque. Et les elliptiques, avec cette ligne rouge, vous voyez que plus vous remontez loin dans le passé, plus les galaxies étaient petites. C'est aussi le cas des galaxies spirales. Plus vous remontez loin dans le passé, plus elles sont petites. J'ai reproduit la courbe ici en pointillé. Mais vous remarquerez que la courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge. Cette fois, vous avez de nouveau un problème analogue à celui qui avait été posé par Sandy Faber, qui est que, l'autre fois, sa thèse, je ne trouve aucune galaxie bleue assez massive pour que si je l'éteins, elle puisse devenir une galaxie elliptique massive. Maintenant, vous voyez que je prends une galaxie spirale massive. Ici, les galaxies sur ces deux courbes ont les mêmes masses, de l'ordre de 10 puissance 11 fois la masse du Soleil. Si je l'éteins, si j'arrête la formation d'étoiles dans cette galaxie, eh bien, elle ne deviendra pas une galaxie analogue aux galaxies elliptiques qui ne font plus d'étoiles de la même époque, puisqu'elles sont beaucoup, beaucoup plus compactes, d'un facteur typiquement 3-4. Donc là, c'est un problème. Alors, cette taille-là, ce n'est qu'une taille médiane, une taille caractéristique. Il est possible que parmi ces galaxies spirales existe un sous-échantillon de galaxies plus compactes. Ce qui voudrait dire que derrière cette universalité des galaxies, il faut aller chercher les particularités de galaxies qui sont en train de vivre un moment particulier dans leur histoire, un moment exceptionnel. Pour ça, ALMA est assez puissant puisqu'il permet d'avoir des mesures du contenu en réservoir de gaz des galaxies en même temps que d'avoir des informations sur la distribution de gaz dans ces galaxies. Et un des résultats qui est arrivé avec les observations des masses de gaz dans les galaxies, c'est que ces galaxies dans l'univers lointain avaient typiquement 50% de gaz, alors que les simulations n'arrivent quasiment jamais à faire plus de 20%. Donc
quand on met ces explosions d'étoiles et ces noyaux actifs pour reproduire les propriétés des galaxies et expliquer la mort des galaxies en particulier, on y arrive, mais avec un prix, c'est que lorsque vous regardez une galaxie qui forme des étoiles, elle n'a jamais assez de gaz par rapport à ce qui est observé. Et donc, est-ce qu'on accepte ce prix en se disant c'est qu'un raffinement, ou bien est-ce qu'on se pose la question de savoir si c'est un problème fondamental? C'est une question. Et nous sommes partis à la recherche des galaxies dinosaures, qui sont des galaxies, disons, cette fois on est allé les chercher à des redshifts de 4, donc à des distances encore plus lointaines dans l'univers que celles que je vous ai montrées tout à l'heure. Et on est parti dans des régions, vous voyez le petit cercle vert en cercle des endroits où il n'y a rien, avec le télescope spatial Hubble dans la bande la plus efficace, avec 2 heures d'intégration, donc c'est très profond, il n'y a strictement rien. Pourquoi sommes-nous allés regarder dans des images où il n'y a rien, particulièrement dans ce cercle où il n'y a rien pareil? Parce qu'on a identifié des régions où il y avait une émission, mais avec une basse résolution, observée par le satellite Spitzer autour de 4 micromètres, et qui suggérait qu'il y avait peut-être quelque chose là qui n'était pas vu par le télescope spatial Hubble. On est allé avec ALMA observer cette région, et on a constaté qu'en 2 minutes de l'interféromètre millimétrique ALMA, chacun de ces petits cercles verts se trouvait occupé par une galaxie, avec une flambée de formation d'étoiles intenses, avec beaucoup de poussière dedans, des véritables galaxies dinosaures. Et quand vous regardez, si maintenant vous combinez plein d'images HST, vous finissez par voir quelque chose avec des tailles très 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 compactes, qui sont les dinosaures de l'extrême, et qui existent, mais qui étaient simplement ratés par le mode d'observation qu'on avait. En pratique, si on regarde ça de manière plus systématique, là, les cas que je vous ai montrés sont des galaxies extrêmes où il n'y a rien dans l'image HST et il y a quelque chose dans l'image ici à 4,5 microns. Mais on peut utiliser des diagrammes de couleur-couleur, comme je le montre ici, et on peut mesurer le fait qu'il y a à peu près 5 fois plus de galaxies massives avec de la formation d'étoiles dans l'univers lointain que tout ce qu'on connaissait avant, 5 fois plus, et c'est donc ces progéniteurs des galaxies lointaines qui apparaissent maintenant de façon très claire. Et quand on étudie cette fois la distribution du gaz dans ces galaxies, on voit qu'elle est ultra concentrée et qu'elle est très compacte, si bien que cette fois, si vous arrêtiez la formation d'étoiles dans ces galaxies, eh bien, vous pourriez expliquer les distributions dans 50% de la lumière dans un rayon très petit dans ces galaxies, les galaxies elliptiques très compactes. On commence à voir ces progéniteurs, ces dinosaures. Alors, j'en suis à encore 10 minutes? Bon, c'est bon. Alors, donc, vous avez ici 2 cas de figure, des galaxies en interaction, et puis ici des galaxies qui ont l'air d'être des galaxies complètement isolées et qui néanmoins forment de leurs étoiles avec une intensité très, 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 très élevée, ce sont des flambées de formation d'étoiles, et de façon très, très concentrée. On pense que ces galaxies-là sont probablement en train de vivre un épisode particulier de leur histoire. Elles se distinguent des autres parce qu'elles sont beaucoup plus efficaces à faire des étoiles, et on ne sait pas exactement quel est ce processus. Ça pourrait être un noyau actif qui les allume, ou peut-être une fusion, la fin d'une fusion galactique en fin de vie, de fusion wet, humide, qui pourrait être la cause de ça. Alors, j'arrive justement vers la fin. Je voudrais faire une précision. Quand on regarde cette séquence principale, une dernière analogie, non, une avant-dernière analogie, pardon. Vous avez ici une relation entre la masse et quelque chose, ici, avec une corrélation. Et puis vous avez ici cette corrélation qui est représentée avec des objets qui sont un peu au-dessus. Et cette relation est très proche de celle qu'on observe avec les galaxies. Mais ce ne sont pas des galaxies, ce sont des animaux. Et l'axe des Y ici, c'est l'espérance de vie d'un animal en fonction de sa masse. Vous voyez que l'éléphant a une espérance de vie beaucoup plus grande que l'écureuil, mais tout en respectant une relation qui est que typiquement chacun a droit à 1 milliard de pulsations cardiaques, mais l'éléphant va les utiliser en un temps beaucoup plus long que l'écureuil. Alors, il y a des outliers, des animaux qui sortent de la relation, ce sont les chauves-souris, les oiseaux, et qui sont ici.
Et dans cette étude, qui a été publiée par Pedro de Magalhães et al. En 2007, qui étudie les propriétés des animaux dans cette relation, il est proposé que la différence qu'il y a entre les deux, ce soit justement les effets d'environnement. Mais les effets d'environnement dans un sens un peu différent d'une autre, les oiseaux vivraient plus longtemps parce qu'ils subiraient moins de prédation, il y aurait moins de prédateurs dans les airs, et donc ils pourraient vivre plus longtemps tout simplement par cet effet d'environnement-là. À l'inverse, nous, les effets d'environnement, c'est lorsque des galaxies se croisent et réduisent leur espérance de vie parce qu'elles fusionnent. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ici que le rythme cardiaque ou l'espérance de vie, c'est 1 sur le taux de formation d'étoiles, c'est une relation inversée. Mais ce qu'il faut retenir aussi de cette image, c'est que dans nos relations d'échelle, au degré où nous sommes aujourd'hui, tant dans les observations que dans les simulations, on en est à comparer des éléphants avec des écureuils. Or, il est clair qu'un éléphant n'est pas un écureuil, et donc que l'universalité qu'on observe et que l'on décrit, et avec laquelle on essaie de conforter nos théories, est en large partie liée à la grossièreté du regard que l'on porte sur l'univers. On reçoit une information limitée avec une résolution limitée, et les générations futures d'instruments vont être fondamentales pour avancer, parce qu'on peut imaginer beaucoup de théories, mais lorsqu'on confond un éléphant avec un écureuil, on ne peut pas non plus se vanter de grand-chose. Et on en est un peu là quand même. Alors maintenant, dernière analogie pour faire un autre point, c'est une analogie entre des neurones et les galaxies. Bon, les deux systèmes sont très proches. Et ce qui est rigolo, c'est que l'activation, la vie d'un neurone, en fait, est faite d'activation et d'inhibition de la même manière qu'une galaxie, ce qu'on appelle le positive et le negative feedback, qui viennent de connexions. Et effectivement, les galaxies sont toutes interconnectées. Et la question est de savoir si la vie d'une galaxie est complètement régulée par ce feedback ou pas. Dans une simulation comme celle-ci, qui s'appelle Illustris, vous voyez à gauche la matière noire et à droite la matière noire et la matière baryonique, pour pouvoir expliquer les propriétés globales des galaxies, on met un couplage des processus de feedback très très intense, que l'on peut voir illustré ici, qui va être très efficace, tellement efficace que si ce mécanisme était en action dans l'univers réel, la Voie lactée n'existerait pas, parce qu'on n'aurait jamais formé de grands disques, on n'aurait jamais 50% de gaz dans les galaxies, on n'aurait pas non plus l'universalité de formation d'étoiles qu'on observe dans les galaxies. Cette universalité serait complètement brisée parce qu'une petite galaxie ayant un petit puits de potentiel gravitationnel, si vous lui mettez un feedback très intense, ça va complètement chahuter le gaz interstellaire et la formation d'étoiles ne sera pas dans cette même proportionnalité à la masse que ce que je disais tout à l'heure dans le cadre de cette séquence principale. On a donc effectivement observé des mouvements de matière qui descendent dans les galaxies et qui sortent des galaxies. Il y a un cycle des baryons. Françoise a présenté plusieurs exemples, mais ce cycle des baryons va typiquement faire qu'une galaxie peut perdre autant un taux de perte de masse qui est analogue au taux de formation d'étoiles, mais pas assez grand pour expliquer les écarts qu'il y a entre la proportion de baryons qu'on atteint dans les galaxies et ce qui est effectivement observé. Donc aujourd'hui, on est confronté à une problématique qui est que le mécanisme clé qu'on utilise pour résoudre la scission entre la séquence rouge et le nuage bleu s'appelle feedback, mais c'est encore une boîte noire parce qu'on n'a pas la capacité de mettre dans un modèle et dans des simulations toutes les échelles en prenant proprement en compte le couplage de l'énergie relâchée par les étoiles et les trous noirs avec le milieu interstellaire dans des conditions cosmologiques. Et dans les observations, on confond un éléphant avec un écureuil, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Donc on est encore loin du compte. Néanmoins, les tensions sont relativement fortes entre ce qui est observé et ce qui est attendu par la théorie, suffisamment fortes pour que l'enjeu puisse être considéré comme majeur et pouvant éventuellement cacher un problème qui pourrait toucher à la nature de la matière noire, par exemple, ou à la nature de la gravité. J'ose le dire parce que certains de nos collègues pensent que ce n'est que lorsqu'on regarde des échelles qui sont très très loin de la physique galactique qu'on peut commencer à se poser des questions sur la cosmologie. Néanmoins, la matière noire a été découverte en regardant des galaxies, l'énergie noire aussi, et finalement, si on ne comprenait pas les supernovae, on ne pourrait pas parler d'énergie noire non plus. Donc,
il y a ici un enjeu qui sera pour les années futures. Et si, donc, avec les instruments ALMA, JWST, SKA, Euclide, ELT, des révolutions peut-être nous attendent. Et s'il y avait une seule chose à retenir de fondamentale, c'est qu'un éléphant n'est pas un écureuil. Merci.